Bonjour à tous, chères auditrices. Je suis contente de pouvoir vous proposer cet épisode qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Je ne trouve pas beaucoup de créatrices comme moi qui travaillent autour du deuil, autour du souvenir, et cet épisode est dédié à une créatrice qui fait ça. Donc je suis vraiment très très contente de pouvoir vous en parler, de pouvoir proposer ce beau projet qui est, je dirais, complémentaire au mien. Mais vous allez découvrir Agathe très très vite. Vous écoutez un épisode du podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Salut Agathe, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Bah écoute, nickel. Je suis vraiment contente de t'avoir sur le podcast. Franchement, je suis ravie qu'on puisse parler en tant que créatrice, entre créatrices. Oui, enfin. Parce que j'ai beaucoup de thérapeutes hein, quand même qui viennent sur le podcast. J'ai eu un médium, j'ai eu des professionnels du funéraire et tout ça. Donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir parler avec toi. Et du coup, c'est le moment où tu te présentes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et surtout du coup ce que tu fais? Oui. Et ben, du coup, je m'appelle Agathe, j'ai 27 ans. Et puis, en fait, je crée des memory bears. Donc, en fait, ce sont la transformation de vêtements qui ont une valeur sentimentale en un ours souvenir. Mais après, j'ai un petit peu fait des variantes avec des lapins et aussi des coussins. Trop bien. Et tu utilises quand même une matière qui est assez particulière parce que du coup tu dis mémoire bear, mais ils sont pas faits n'importe comment ni avec n'importe quoi. Non, c'est ça. C'est fait avec des vêtements qui ont une valeur sentimentale. Donc les vêtements, ça peut être un peu tout comme vêtements, c'est-à-dire des vêtements d'enfants, des vêtements d'adultes. Et après, je suis un petit peu sur tous les souvenirs. Donc c'est-à-dire qu'on peut partir sur des souvenirs assez gais comme par exemple une robe de baptême, de cérémonie, etc. Comme après des souvenirs il y a un peu douloureux où c'est des personnes en fait qui sont décédées et les familles ont eu du mal à enlever tous les vêtements de l'armoire et en ont gardé pour eux puisqu'ils sont attachés sentimentalement et n'ont pas envie de se séparer de tout ça. Donc du coup, ils me donnent la tâche de les transformer. Et puis au lieu d'avoir la personne qui a la chemise que pour elle, il y a aussi du coup tout un grand partage derrière tout ça, puisque admettons, la chemise, après, elle peut être divisée en 2 ou 3 ours, ça dépend après de la taille de la chemise. Mais voilà, ça peut être divisé et puis partagé après dans une fratrie ou autre. Ah, je trouve ça trop bien. Voilà, maintenant, Ouais. chers auditeurs, vous comprenez pourquoi je voulais Agathe sur le podcast. Et donc du coup, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui t'en es arrivé en fait à proposer ces memory bears? Parce que c'est quand même le fait de fabriquer des ours en peluche, que ce soit sous forme de lapin hein, ou d'ours, c'est quand même une technique qui est assez particulière, donc je maîtrise absolument pas. Et puis d'en arriver justement à transformer les vêtements en ours, c'est quand même une démarche qui est assez particulière. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où est-ce que ça vient pour toi? Et je vais pas dire que c'est par hasard, mais presque. En fait, au début, enfin, je dirais, je suis autodidacte. J'ai pas de diplôme dans la couture. J'ai appris par moi-même en regardant un petit peu des vidéos, en participant à des ateliers. Voilà, c'est un peu le système des brouilles et je faisais ça par moi-même. Et je travaillais du coup à côté, mais c'était dans le milieu des ressources humaines. Donc, absolument rien à voir Ah oui. dans la couture, milieu artistique, même dans le souvenir ou le funéraire. Enfin voilà, euh, j'avais pas de diplôme, j'avais aucune connaissance là-dedans. Et en fait, c'était un ras-le-bol de ce milieu-là où je me suis rendu compte que ça me convenait pas. J'ai fait un bilan de compétences et à cette sortie de bilan de compétences, on m'a dit, bah, ta voie, c'est le milieu artistique. Donc, quand on me sort ma voie, c'est le milieu artistique, c'est vrai que ça reste encore assez large puisque l'art, on peut le trouver sous toutes ses formes. Et puis, j'ai réfléchi un petit peu et puis après, bah, je me suis dit, en réfléchissant, bah, ma passion, c'est vrai que c'est la couture. Alors pourquoi pas essayer d'en vivre? On voit bien, c'est un challenge que je me donne. J'ai 27 ans, donc je me dis, j'ai pas grand-chose qui m'arrête actuellement. Enfin, quand j'ai commencé, j'étais plus jeune du coup. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire maintenant?
C'est maintenant ou jamais, l'opportunité est là. Donc j'ai commencé en fait à me lancer dans la couture et au début, je m'étais dit, bah, faire des sacs, ça pouvait être pas mal. Donc j'ai commencé avec les sacs, mais je voulais aussi, avant de me lancer dedans et créer mon entreprise, je voulais encore m'améliorer. Et m'améliorer voulait dire bah, faire des essais. Et dans les essais, il y avait beaucoup plus d'échecs que de réussites parce qu'on est là pour s'améliorer, apprendre des nouvelles techniques, etc. Et acheter toujours du tissu neuf, c'était quelque chose, voilà, enfin, ça devient cher. Donc ce que je faisais, c'est que j'allais puiser parce que mes grands-mères, ma mère sont très conservatrices, elles aiment bien tout garder. Donc j'ai retrouvé des vêtements, des tissus en fait dans leur grenier. Et c'est là où est germée l'idée de me dire, bah, pourquoi prendre du neuf quand en fait on accumule énormément de choses, il y a beaucoup de choses qu'on ne sert pas et en fait on accumule avec le on sait jamais. Et donc du coup c'est cette idée qui a commencé à germer de dire pourquoi pas prendre de l'existant pour recréer quelque chose. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à chercher un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et puis, je suis tombée par hasard sur un forum qui parlait de tout ce qui était ours souvenir, memory bear, qui existait énormément en fait dans les pays anglo-saxons. Donc, je me suis un petit peu rapprochée, etc. Et j'ai trouvé ça mais super. Franchement, je vais pas dire que je suis tombée amoureuse mais de ce principe, mais voilà, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je me suis dit, bah tiens, ça n'existe pas vraiment en France, on le met pas vraiment en lumière, etc. Et je me dis, c'est vrai que ça peut être quelque chose de bien, puisque on transforme déjà un vêtement, au lieu qu'en plus, si c'est un vêtement d'un défunt, etc., c'est quelque chose qui va être transformé, remis en lumière. Donc au lieu qu'il prenne la poussière, il sera exposé fièrement chez soi. Et voilà, et je me suis dit, je me lance le défi de le mettre ici, sur le marché français en quelque sorte. Et pour ça, je me suis dit, allez, on va créer mon ours, parce que je voulais pas faire du copier-coller avec un patron qui est d'une autre personne, etc. Donc j'ai mis environ plus de 2 mois à créer mon ours, à le dessiner. Donc j'ai eu beaucoup d'échecs aussi, et j'en ai fait maintenant une fierté où sur mes réseaux, je peux montrer par moments encore ces ours un peu loupés et ratés. Mais voilà, c'était pour aussi me montrer, et aussi c'est un autre message que je montre en disant, ben, c'est avec beaucoup de persévérance, c'est pas en ayant des diplômes que forcément il faut se lancer dedans, même si on a envie, il faut juste s'écouter intérieurement, et c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà comment est arrivé en fait le Memory Bear. OK, waouh, c'est incroyable comme histoire, c'est trop bien et je suis assez admirative par rapport au en fait, c'est toi qui as créé donc ton patron d'ours. Oui. Est-ce que, tu as eu, besoin d'aide à ce moment-là? Est-ce que tu as réussi à, est-ce que tu t'es formée au patronage? Parce que c'est pareil, entre le fait de fabriquer des ours et le fait enfin, tu vois, il y a vraiment un monde entre le fait de fabriquer quelque chose et de créer de A à Z. Je ne t'entends plus. Ah, ça a été coupé. Non, je t'entends plus. OK, je reviens. Est-ce que là, tu m'entends? Là, je t'entends. Ouais. D'accord et du coup, tout est cassé. Je te voyais parler, mais je t'entendais pas du tout. Attends. Ouais, mon micro, c'est ah ça y est, OK. C'est bon. C'est pas grave, ce sera coupé au montage. Mon micro s'est débranché. Ok. Je sais plus ce que je faisais. Oui, en fait, moi, ma question par rapport à ce parcours-là qui est assez incroyable, c'est le côté patronage. Alors, pour ceux qui savent pas, le patronage, c'est le fait de créer, et de dessiner chaque pièce d'un vêtement ou là, en l'occurrence, d'un ours en peluche qui, du coup, va nous permettre de reproduire à volonté, et aussi dans plusieurs tailles, un produit, un produit en couture. Le patronage, c'est un métier à part entière. Est-ce que tu as eu des difficultés? Ça a été quoi, en fait, un peu ton parcours par rapport à ça? Parce que c'est un métier à part entière pour moi, le patronage. C'est ça. C'est vrai que ça a été très, très compliqué au début. J'ai d'abord commencé, puisque c'est vrai que je m'y connaissais pas, donc j'ai commencé avec des patrons existants pour connaître la base, voir comment on crée, parce que c'est aussi du 3D, donc Mmh. voir un petit peu comment on fait une tête, les pattes, etc. Donc j'ai commencé avec des patrons existants pour bien comprendre comment ça se fabrique et ça se dessine. Et après, à partir de ce moment-là, bah, en fait, je me suis un petit peu inspirée, puisque bah, après, ça reste quand même un ours.
Donc je me suis, inspirée de ce qu'on pouvait voir et de comment on pouvait faire des techniques pour que je puisse créer mon ours. Après, une des grandes difficultés que j'ai eues et là où j'ai mis beaucoup de temps, ça a été qu'il tienne, assis tout seul. Où en fait, j'avais souvent mon ours qui tombait vers, l'arrière et donc le mettre assis puisque du coup, je voulais que ce soit quand même un élément décoratif et qu'il soit pas mis, Mmh. dans son lit où en fait on s'en fichait un petit peu, s'il tient debout ou pas. Là, moi, ce que je voulais, c'est qu'il tienne assis pour qu'on puisse l'exposer sur une étagère si on le souhaitait. Voilà, ça a été vraiment une très, très grande difficulté où, bah, je dessinais, je modifiais de 1 ou 2 centimètres, je voyais ce que ça faisait et je me disais: «Ah non, bah, en fait, ça va pas» et puis je recommençais et cetera donc j'ai fait mais je vais pas dire des centaines de versions mais presque, mais j'ai mis 2 mois où tous les jours je redessinais, je refaisais et c'était des modifications d'1 ou 2 centimètres à chaque fois pour réussir à trouver le bon ours. Ouais, mais ça, c'est un travail, assez dingue qui me fascine, ce truc-là de Mmh. de créer un patron. Autant je pense que c'est passionnant, autant ça demande une patience à toute épreuve. Oui. C'est assez exceptionnel et du coup par rapport au fait que ce soit des ours, donc tu disais que c'était inspiré quand même de choses qui existaient déjà, mais pas en France. Hem, est-ce qu'il y a vraiment que cette inspiration-là ou est-ce que parce que pour moi l'ours, il y a aussi une notion un peu d'ours en peluche, de doudou, d'enfance, tu vois? De rapport un peu, à cette période-là aussi de notre vie, qu'on a tous, a priori vécu normalement. Tu vois, il y a un peu pour moi cette notion de, en fait, c'est très rassurant de pouvoir avoir un doudou auquel se raccrocher, en fait. C'est ça, donc c'est vrai que j'ai pu aussi, en parler un petit peu sur mes réseaux, sur le fait que j'ai commencé par l'ours, puisque c'était aussi le doudou en quelque sorte, mais la forme qu'on retrouve, très généralement dans un lit, dans une chambre d'enfant, où du coup ça devient quelque chose de plus rassurant de voir la tête d'un ours et après c'est pour ça aussi que j'ai fait aussi un lapin, puisque du coup l'ours et le lapin, ce sont quand même 2 animaux qu'on retrouve énormément dans des chambres d'enfants, même si, ce que je rappelle, ce que je fais, c'est pas à destination des enfants. Les adultes peuvent en avoir un, il y a aucun souci, c'est pas réservé aux enfants et voilà, je veux dire, c'est vraiment 2 formes, où on va dire, c'est plus pour plaire à tout le monde. Puisque si après on part sur des animaux un petit peu spécifiques, c'est vrai qu'on se rétrécit dans le public et voilà, c'est pour ça que je voulais d'abord faire l'ours, le lapin. Là, je suis en train de travailler sur, d'autres patrons. Principalement un chien et j'espère bientôt aussi un chat puisque je veux aussi élargir sur, la forme, mais aussi après le deuil animalier. Oh waouh, bah oui, évidemment. Évidemment. Excellent. Ah, c'est super intéressant c'est effectivement, j'avais pas imaginé ça comme ça et du coup, le chat et le chien, tu les imagines, fabriqués avec quelle matière par rapport au deuil animalier? Par rapport au deuil animalier, ça sera tout ce qui est housse de coussin ou, des serviettes. Ah oui, OK. Voilà, Ouais, ouais, des voilà serviettes que qu'on peut utiliser, ouais. c'est ça, donc après forcément ça sera pas, un gros tapis parce que ça sera un peu compliqué avec ma machine. Mais voilà, tout ce qui est housse de coussin ou après les serviettes, ce sont des tissus qui restent, encore, assez fins et que je peux utiliser pour pouvoir, créer, un chien ou un chat. Après c'est pas forcément aussi dans le deuil animalier puisque j'ai aussi des demandes de personnes qui disaient: «Ah ma maman elle était fan de chats, elle en avait toujours, 5 ou 6 Bien. à la maison et je veux pas un ours ou un lapin parce que c'est pas ce qui la représente, c'est plus un chat, est-ce que vous pouvez faire?» Donc là, c'est pareil, c'est ce que j'essaye d'expliquer aux personnes entre mes commandes et le temps de passer à faire des patrons et cetera, parce que je veux que ce soit mes patrons, j'ai pas envie d'en prendre, des existants. C'est assez long. Donc voilà, je remercie leur patience puisque c'est vrai qu'ils me sollicitent, déjà depuis quelques mois. Je sais que le chien va sortir, donc ici, en fait, dans le mois de mai, donc c'est quelque chose qui va devenir très officiel Trop bien. et le chat, j'espère, le sortir cet été. Ah génial! Bah écoute, je te le souhaite et je Ouais. te le souhaite je souhaite aussi à ta communauté qui du coup visiblement est assez preneuse de ce genre de modèle. C'est vrai qu'on est tellement habitués maintenant à ne pas avoir qu'un ours, quand on choisit un doudou, voilà, on s'imagine, voilà, des petites vaches, des petits machins, enfin on a vraiment tout un
tout un panel d'animal et c'est vrai que ça permet aussi de rendre cet hommage-là à quelqu'un qui était pas forcément ours. Il y a aussi cette symbolique-là qui est très importante pour rendre hommage et qui est vraiment intéressante. Et, et moi, j'ai aussi voilà, ça fait longtemps que je suis abonnée à ton compte, donc je sais un petit peu ce que tu fais. Et il y a une forme de lapin et d'ours que tu as déjà proposée, que tu proposes même d'ailleurs assez souvent, je crois, en tout cas tu vas me dire, qui est l'ours et le lapin thérapeutique. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui. Alors, ce sont des demandes qui ont été faites vraiment, c'est le destin et le hasard qui m'ont mis sur ces personnes-là. Où en fait, c'est des gendarmes ou des policiers qui me contactent afin de transformer un de leurs polos, ou plusieurs polos, puisque j'ai aussi eu des commandes un peu groupées, pour en fait en faire des lapins thérapeutiques pour des auditions avec des mineurs. Donc les mineurs, ce sont des enfants qui ont eu en fait de graves problèmes. Donc ça peut être des agressions sexuelles, ça peut être aussi des agressions où ils ont été tapés par leurs parents, etc. Donc ça englobe un petit peu tout, mais voilà, c'est un destin tragique pour eux qui fait qu'ils doivent être auditionnés. Et c'est vrai que c'est assez compliqué pour eux parce qu'ils vivent quelque chose de traumatisant, ils se retrouvent devant les policiers, donc c'est assez compliqué pour eux de se confier, d'être en confiance. Et ils m'ont demandé de faire du coup des petits lapins avec leur polo pour qu'ils puissent avoir une autre approche de ce milieu, de ces métiers de force de l'ordre, et qu'ils arrivent en fait à être réconfortés dans un premier temps, et de l'autre réussir à être mis en confiance et à mieux expliquer ce qui s'est passé et ce qu'ils ont enduré. Ouais, ça c'est extraordinaire. Quand je suis tombée là-dessus, j'ai fait mais pourquoi on n'a pas des doudous dans tous les organismes, les institutions qui accueillent des enfants? Et même en vrai des C'est adultes, ça. hein, parce que alors j'en avais fait des épisodes sur la saison 1 de Cœur de Lumière où j'explique moi mon rapport personnel au doudou qui est très très intime. Mais voilà, j'ai encore le mien, je l'utilise encore. Enfin voilà, il y a toute son histoire qui est sous forme de podcast. J'ai aussi invité un certain nombre de personnes à venir parler de ce sujet-là. De personnes qui, comme moi, partagent encore ce truc du doudou. Voilà, on a beau être adulte, on a beau être grand, bah, on a encore notre âme d'enfant et certains besoins par rapport à ça. Et ouais, de pouvoir proposer cette option-là, alors en tant que force de l'ordre, c'est une chose, mais surtout de pouvoir proposer ça en tant que créatrice, ben, je trouve vraiment que c'est extraordinaire. C'est trop bien. C'est ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose où je, je veux dire, je m'étonne de ma communauté qui est extraordinaire et franchement, je leur en remercie parce que ils me font évoluer de jour en jour. Et le fait de pas avoir, comment dire, de ne pas m'être enfermée dans un souvenir en particulier, en fait, ça élargit toutes les possibilités. Et c'est grâce à ça qu'en fait, on vient vers moi en disant, bah, ça peut être pas mal de faire ça. Et puis en fait, après, ça donne d'autres idées, ça met une petite graine chez les autres, et puis ça fait germer autre chose, et puis ils viennent encore et encore avec d'autres idées souvenirs, et d'autres choses et d'autres possibilités. Et c'est vrai qu'après, bah, je le propose au public, et puis ils sont contents, et puis des fois ils me réclament la même chose, etc. Donc c'est Mm. plutôt sympa, et franchement, je suis contente d'en arriver là. Ouais, tu m'étonnes. Franchement, c'est trop trop cool. Et donc du coup, tu disais aussi tout à l'heure par rapport au fait que, alors à la fois on peut faire appel à toi pour un doudou souvenir, enfin une peluche souvenir en tant qu'adulte, mais aussi pour les enfants. Moi, j'ai un peu des questions techniques. Alors voilà, je suis couturière, donc j'ai plein de questions techniques. Voilà, si ça vous intéresse pas les questions techniques, passez. Mais moi, j'ai pas mal de questions par rapport au fait que, alors j'en ai vu passer, donc je sais que tu sais le faire, notamment des ours avec des pulls, donc avec des lainages qui, quand on les coupe, ont tendance à se détricoter. On a plein de tissus qui sont très fluides, voire transparents. Tu parlais des robes de gala, etc., que j'ai vu passer. Le rendu, il est assez chouette et il est assez impressionnant parce qu'on reconnaît quand même le vêtement. Tu arrives à garder cette matière-là vivante, en fait, dans le sens où
tu la transformes pas, tu vas pas la teindre, tu vas pas changer sa texture, etc. Non. Mais tu arrives à en faire des ours. Et je sais du coup d'expérience qu'il y a des fois, il y a certains tissus, c'est un casse-tête. Comment tu fais? C'est vrai. Explique-nous. Je m'arrache les cheveux aussi par moment. C'est vrai que voilà, c'est des techniques. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué au niveau de tout ce qui est tissu qui est très glissant. Donc, par moment, je suis obligée d'utiliser du thermocollant pour que j'y arrive mieux à coudre. Après, j'ai des tissus où je refuse. Par exemple, tout ce qui est le cuir, je ne prends pas puisque ma machine n'est pas assez puissante et j'ai pas envie de casser toutes mes aiguilles et ma machine. Donc tout ce qui est le cuir, je prends pas. Tout ce qui est les vêtements trop élastiques comme le legging, ça sert à rien puisque après Oui. c'est ça aussi, c'est ce que j'essaye d'expliquer aux personnes, c'est que s'il y a trop d'élastane, l'ours, je vais le rembourrer, mais je vais rembourrer le tissu comme il est élastique, il va s'élargir, et après j'aurai plus la forme de l'ours. Donc c'est ça aussi où j'essaye d'expliquer aux personnes que si c'est des choses trop élastiques, vaut mieux pas l'utiliser, vaut mieux prendre des, des vêtements habituels à base de coton ou de synthétique, puisque c'est le meilleur. Après, voilà, j'essaye de m'adapter. C'est vrai que la laine, c'est pareil. Je fais attention à quel type de laine, et du coup, les personnes m'envoient des photos, et je leur dis si oui ou non c'est faisable, et je regarde bien comment c'est tricoté, parce qu'après, c'est ça aussi, quand c'est de la maille qui n'est pas assez serrée, où je vois que il peut avoir des jours, rien qu'au niveau du rembourrage, je sais que ça va être compliqué. Et après, si la maille n'est pas assez serrée, je sais qu'à la découpe, ça va se détricoter et ça sert à rien. Donc je regarde vraiment comment c'est fait, j'analyse. Et avant que les personnes passent commande, il y a à peu près 80% de mes clients avec qui j'ai déjà discuté. Je sais quel tissu je vais avoir et je leur dis si c'est faisable ou pas, puisque je veux pas d'une mauvaise surprise et après leur dire bah désolé mais je peux pas. Bah, c'est ça, Donc d'autant plus que quand tu as un vêtement, c'est tu as quand même une quantité de vêtements qui est assez limitée. Donc si tu te foires, bah, tu te foires, quoi. Il y en a plus, il y a plus le vêtement après, c'est fini. oui, c'est Donc ça. ouais, non, mais c'est clair. C'est pour ça aussi que je te pose la question. Alors, pour ceux qui seraient restés nous écouter par les techniques couture, tu parlais tout à l'heure du thermocollant. En fait, le thermocollant, alors c'est comme ça que j'imagine que tu l'utilises, mais tu vas me dire. Le thermocollant, en fait, c'est un film plus ou moins plastique, plus ou moins machin, qui nous permet, en tant que couturière, de rigidifier plus ou moins un certain tissu. En fait, c'est quasiment une doublure qu'on fait et qu'on colle au fer à repasser, du coup. Toi, tu dois certainement utiliser cette technique-là et qui, du coup, finalement, permet, alors à la fois quand il y a de l'élastane, très certainement, de rigidifier et de permettre que le tissu ait moins de cette élasticité-là et surtout aussi peut-être pour les mailles. Est-ce que tu utilises du thermocollant pour les mailles? Oui, j'en utilise aussi pour justement éviter que ça se détricote par Ouais, c'est mesure ça. de sécurité. Ouais, ouais, j'en mets aussi. Ouais, bah oui, parce que je trouve je trouve que aussi ça me permet de garder je pense que c'est vraiment la meilleure technique à mon sens qui permet de garder à la fois la forme de l'ours pour que, évidemment, comme tu disais tout à l'heure, qu'il se retrouve pas explosé énorme avec des tissus élastanes. Voilà, j'imagine un petit ours un peu bibendum il était trop élastique. Effectivement, C'est ça. voilà, à mon avis, c'est un peu dérangeant. Mais du coup, est-ce que ça rend pas parfois le travail plus complexe et plus difficile? Tu dois être un peu. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens quand on me demande de transformer des vêtements. J'ai peur de me foirer, j'ai peur tu vois, de couper un truc qu'il aurait pas fallu, etc., etc. Et du coup, de dire, bah en fait, j'ai plus assez de tissu. C'est ça. Non, c'est vrai que j'ai toujours cette appréhension de me dire oh, il faut pas que je me trompe, etc. Mais je regarde bien avant tout ce qui est la commande déjà pour me dire c'est quelle taille d'ours pour pas que je me trompe, que je fasse un 20 centimètres alors qu'on voulait un 33. Donc Oui. voilà, je prends bien mon temps par rapport à ça. Je préfère prendre 1 heure en plus que de me dépêcher parce que j'ai plein de commandes et me dire bah vite, vite, vite. Et puis c'est dans la précipitation qu'après on se foire. Donc voilà, je préfère prendre mon temps, bien regarder, bien calculer. Après, c'est pareil, comme il y a eu de l'échange avant, je sais au niveau de la quantité si j'en ai assez ou pas. Par moment, c'est ce que je demande quand c'est par exemple des vêtements souvent d'enfants. euh,
c'est compliqué de savoir si j'ai une bonne quantité ou pas. Donc je demande aussi un vêtement de secours en disant, voilà, si au cas où il me manque un peu de tissu, est-ce que vous avez un autre vêtement que je pourrais utiliser? Si après j'en ai pas besoin, bah, bonne nouvelle, vous gardez ce vêtement-là qui n'a pas été utilisé. Si j'en ai besoin, bah, je vais l'utiliser. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu variable en fonction du vêtement, etc. Par moment, c'est vrai que bah, j'ai fait des bêtises, on n'est pas parfait, donc j'essaye toujours de récupérer. Et jusqu'à présent, j'ai toujours récupéré quand je faisais des petites bêtises au niveau de la couture. Mais voilà, c'est vrai que c'est toujours une crainte et une appréhension de se dire oh, mais je peux pas envoyer une création ratée, il faut que je la réussisse, c'est limite, il faut le réussir en une fois. Donc on a cette pression-là. Après, au fur et à mesure, ça va, je commence à m'habituer, donc je sais où je m'embarque, mais c'est vrai qu'au début, on a un grand stress. Ouais, bah, c'est ça. D'autant plus qu'en général, les gens t'envoient, leurs vêtements avec donc comme tu as déjà discuté, déjà pour le côté technique, les gens ont aussi besoin de raconter l'histoire souvent. Donc tu connais Mm. l'histoire et la valeur de ces vêtements-là? C'est ça, oui, oui, c'est quelque chose où je m'attendais pas aussi à ça, c'est que je rentre aussi dans la vie intime de mes clientes et Mmh. elles me racontent leurs histoires qui sont belles mais aussi tristes en même temps parce que c'est dur ce qu'elles vivent. Tout le monde, on le voit aussi, c'est que tout le monde le vit différemment. La mort ne se fait pas pareil chez tout le monde, donc c'est des choses où on apprend au fur et à mesure aussi à ça, à s'adapter à tout ça. Et le fait de se dire, bah, c'est un vêtement où déjà par moment elles me disent, rien qu'à l'envoyer, je pleurais, j'ai du mal à m'en séparer, puisqu'après, si les personnes vivent en France, en fait, je leur renvoie l'étiquette d'envoi pour le vêtement qui est offert. Et par moment, cette étiquette, bah, je leur dis, bah attention, elle va bientôt s'expirer, moi je l'ai payée, donc il faut m'envoyer les vêtements. Et ils sont déjà là à me dire, oui, je sais, mais j'ai du mal à m'en séparer. Elle dit, même si je sais qu'après, ça sera mieux, je vais pouvoir l'exposer chez moi, etc. J'ai du mal à l'envoyer et à me dire que pendant 3 semaines, un mois, je vais plus l'avoir près de moi. Et c'est assez compliqué. Donc déjà là, on voit l'importance du vêtement et après comment il est emballé. Quand je reçois le colis, je le vois et c'est emballé, mais c'est comme si je recevais un coffre-fort à la Mmh. maison. Enfin, c'est vraiment extraordinaire de voir par rapport, je veux dire, à si on achète un vêtement sur une autre plateforme de seconde main où le vêtement peut être des fois mal emballé. Là, voilà, c'est 40 000 emballages, 5 tours de scotch, etc., où j'ai du mal à couper tout le scotch et à couper tout ça pour récupérer le vêtement. Et rien que là, on voit pas encore le vêtement, on sait l'importance qu'il y a derrière tout ça et qu'il faut vraiment en prendre soin et voilà, satisfaire aussi le client, enfin la cliente par rapport à ça, parce qu'elle en a besoin pour elle mentalement. Bah, c'est complètement ça et c'est même, effectivement, un truc qui moi me fait peur même pour mes clients parce qu'effectivement, il y a des personnes qui me demandent des services qui n'habitent pas dans ma région et qui, bah, du coup, nécessitent l'envoi de ces matières premières qui sont si précieuses et si importants et il y a toujours ce risque de, ben, c'est tellement arrivé souvent que les colis se perdent, n'arrivent jamais ou soient retournés, on sait pas pourquoi et cetera et cetera. C'est toujours un peu effectivement l'angoisse donc ouais, je comprends carrément que que ce soit hyper difficile de à la fois déjà de se séparer de ce vêtement-là, parce que le temps de la création, ils y auront pas accès. Et en plus, bah, du coup, de devoir le remettre à un système de transport qui est pas toujours fiable, on va pas se mentir. Voilà, c'est effectivement, j'entends que ça peut être hyper difficile et hyper muant parce que il y a ce côté-là aussi où ben, c'est une des dernières preuves qui nous reste de ce qui s'est passé, de notre expérience, de souvenirs et de liens aussi avec la personne quand c'est en tout cas le sujet d'une personne qui est décédée. Et du coup, ça t'arrive d'être très très touché ou particulièrement touché par des histoires qu'on te confie? Oui, c'est déjà arrivé où j'ai des personnes qui m'écrivent plusieurs pages de souvenirs où c'est vraiment une histoire, c'est pas juste ah, ça appartenait à mon papa et puis ça s'arrête là. J'ai des personnes qui veulent vraiment, ils veulent que je comprenne
ils veulent aussi m'expliquer parce que ça leur fait aussi du bien de se confier par rapport à ça. Je pense qu'ils doivent aussi se comprendre, enfin, se sentir compris par rapport à ça. Et c'est vrai que par moments, ça me fait mal au cœur. Et je me dis, j'aimerais par moments leur faire un câlin en disant, je suis vraiment désolée de ce que vous avez vécu parce que si moi ça m'arrivait, je sais même pas comment je le vivrais. Et quand par exemple c'est des suicides, des accidents piétons, etc. Enfin voilà, c'est des choses où on se dit, waouh, c'est pas qu'une mort naturelle. Je veux dire, il y a vraiment tous les morts, toutes les circonstances qui font que ben, ça peut. C'est là où aussi on dit, ça n'arrive pas qu'aux autres, puisque du coup, tout le monde le vit, tout le monde le subit aussi, puisque par moment, quand c'est un suicide, bah, c'était pas programmé et ils sont là dans le chagrin où ils n'arrivent pas, ils comprennent pas parce que tout était caché. Et voilà, c'est vrai que c'est assez touchant et c'est compliqué parce que on n'a pas les mots et tout ce qu'on espère, c'est que la création, elle aide ces personnes-là dans le processus du deuil, à réchauffer leur cœur et puis à se dire que ça ira peut-être mieux grâce à ça. Bah ouais, tu m'étonnes. Et ouais, je pense que c'est vraiment l'objectif et c'est en tout cas, moi aussi, ma volonté, pareil, de pouvoir offrir quelque chose, un minimum de soutien, finalement, je pense, à ces personnes-là. Et du coup, par rapport à ça, donc, finalement, tu t'es lancé dans ce projet-là de Memory Bear sans nécessairement être formé au deuil, du coup. Non, et c'est vrai que ça a été un peu ma crainte au début en disant je ne connais pas déjà le deuil personnellement parlant, en disant que j'ai la chance d'avoir encore mes 4 grands-parents, d'avoir encore mes parents, ma sœur. Donc on va dire qu'au niveau de la famille proche, tout le monde est encore là. Après, voilà, j'ai déjà perdu des oncles, des tantes, etc. Mais c'est pas pareil entre des personnes qu'on côtoie régulièrement et des personnes qu'on voit très peu dans sa vie, dans l'année. Et c'est vrai que je me suis dit, comment je vais faire par rapport au deuil? Et c'est pour ça qu'au début, je me suis pas mis et enfermée dans le deuil pour dire je fais tous les souvenirs. Ça peut être aussi des souvenirs joyeux, des souvenirs de baptême, etc., des souvenirs de mariage, comme le deuil. Et en fait, au fur et à mesure de mon avancée, je me rends compte que le deuil, ça prend 90% des souvenirs que je fais, donc c'est quand même assez énorme. Et en fait, c'est au fur et à mesure de se former. Après, j'ai eu aussi la chance de m'entourer de personnes qui travaillent dans le deuil. Donc, on a pu échanger. J'ai pu connaître aussi un peu d'autres approches, voir un petit peu comment les personnes parlent avec ces clients endeuillés. Et c'est au fur et à mesure où j'ai pu commencer à créer une carapace aussi pour moi, parce que c'est vrai que c'est compliqué de prendre tous ces malheurs. Et après, de l'autre côté, réussir à se dire, on est là pour vous faire du bien, on n'est pas là pour vous exploiter. C'est quelque chose qui est aussi thérapeutique dans le deuil et qui peut aider ces personnes qui ont du mal, parce que par moment, le deuil, tout le monde ne réagit pas pareil. Il y en a en un mois, c'est fait, et il y en a, il va falloir 10, 15 ans avant de se remettre d'un deuil, donc c'est assez compliqué. Et voilà, c'est une possibilité qu'on offre, que j'offre du coup, de pouvoir transformer ce vêtement. C'est une autre manière de faire. Et si la personne se sent intéressée, puisque du coup, après, ce vêtement, on peut le câliner, on peut l'avoir dans ses bras, donc ça peut aussi amener de l'amour, du réconfort. Et c'est des choses comme ça où, en fait, on apprend au fur et à mesure comment les personnes réagissent face à mes créations. Et ils reviennent aussi vers moi, par moments, en disant, bah voilà, ça m'a aidé, etc. Donc, on se dit, bah, ça sert quand même à quelque chose, ce que je fais. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'être face au deuil. Ouais, complètement. Et t'en as beaucoup des retours comme ça de personnes qui viennent te voir pour t'expliquer un peu leur ressenti, ce qui s'est passé quand elles ont reçu leur Memory Bear. À peu près la moitié, ouais, de mes clientes, quand elles ont le colis, c'est limite instantané. Je sais pas si je suis la première personne à avoir leur réaction ou pas, mais ouais, ouais, j'ai au moins la moitié de mes clientes qui reviennent vers moi en disant oh, merci, c'est génial, j'ai pleuré, c'était énorme. Ou après, quand c'est des mamans qui vont dire, parce que c'est le papa qui est décédé, donc ça peut être Mm. aussi des mamans qui reviennent vers moi en disant ça y est, je l'ai offert à mes enfants. Mes enfants, du coup, ont un souvenir de leur papa. Et du coup, elles m'expliquent comment c'est fait, etc. Ou on m'envoie des photos avec
leur ours ou leur lapin, où ils sont là en train de les câliner, etc. Et on se rend compte de tout l'amour qu'il y a derrière et du bien que je procure. Donc, ça fait Mmh. plaisir à Bah ouais, tu m'étonnes, mais ça doit être hyper émouvant. Tu dois être trop contente du coup de, de pouvoir offrir C'est ça ça. aux gens, c'est génial. Et du coup, selon toi, comment, comment ces petits ours-là concrètement peuvent aider dans le deuil? Alors je dis ours, mais ça peut être de finalement, pour moi, c'est comme ça que je le vois, c'est cette transformation en fait de quelque chose qui a existé et qui a servi à quelqu'un qui n'est plus là, qui permet, par cette transformation-là, de pouvoir cheminer dans son œil. Selon toi, comment ça marche? Comment, concrètement, qu'est-ce que ça fait aux gens? Je pense que d'un côté, ça leur fait un peu plaisir. Enfin, je sais pas trop comment on peut voir la chose, mais déjà le fait de se dire, je l'ai pas gardé pour rien le vêtement, c'est quelque chose qui doit leur dire, il y avait une utilité, où j'ai beaucoup de personnes qui me disent, je gardais le vêtement, mais je sais pas pourquoi, et quand je vous ai découvert, maintenant je sais pourquoi. Donc il y a toute cette forme de destin qui se fait, où on dit, bah voilà, en fait, je ne savais pas. Les personnes me disaient, mais ça sert à rien, pourquoi tu gardes ça, ça sera plus jamais remis, ça prend de la place, etc. Donc il y a déjà cette forme de dire, voilà, j'avais raison, il fallait que je le garde, et maintenant je le sais pourquoi. Donc il y a ce côté-là qui se met dans la roue de la création en disant, il y avait un but, je le savais pas, mais maintenant je le sais. Et après de dire, bah voilà, je ne suis pas non plus égoïste parce que par moment, ça peut être une chemise préférée, ça peut être une tenue de mariage où c'était, bah voilà, c'est la tenue qu'il portait à mon mariage, maintenant il est décédé. J'en fais plusieurs de créations, donc c'est se dire, je ne suis plus vraiment égoïste à garder moi-même le vêtement. Je peux aussi partager avec mes enfants qui pourront aussi leur raconter pour les petits-enfants parce que les petits-enfants connaîtront jamais leur grand-père, etc. Donc, il y a aussi toute une forme de partage, de dire c'est aussi intergénérationnel. Et après, de l'autre côté, c'est aussi se dire, bah voilà, quand on va pas bien, ça reste, enfin, je vais pas dire une peluche parce que c'est pas vraiment un jouet, c'est pas un jouet pour enfants hein, ce que je fais, mais se dire, ça reste palpable et ça fait peut-être moins bête de se dire quand ça va pas, bah moi je peux le prendre dans mes bras plutôt que de dire je prends ma chemise dans les bras. C'est quelque chose qui est du coup plus réconfortant, qui permet peut-être de mieux se projeter aussi envers notre proche et se dire, voilà, si ça va pas, bah, il est là, il est près de moi, je peux jeter un œil. Si on l'expose dans son salon, sa salle à manger, bah, quand on traverse la pièce, eh ben, on regarde vite fait et puis ça peut nous apporter une force supplémentaire de dire, bah, il est là et puis ça peut aussi se dire, bah, au lieu de dire, oui, la personne elle est dans les étoiles, elle te veille sur toi, etc. Bah, au moins, c'est plus proche que les étoiles, c'est dans ton salon. Et la personne, à travers ce vêtement, est là dans ta pièce et chez toi. Et aussi veille sur toi et tu peux discuter, pourquoi pas, avec, si t'en ressens le besoin. C'est ça, tout à fait. Et quand tu as commencé ton entreprise par rapport à ces ours de mémoire, est-ce que tu t'attendais à ce que à cet effet-là, en fait, sur le deuil, sur les gens en deuil, et que ce soit, ouais, que ce soit principalement tes clients, enfin que ce soit eux qui viennent principalement te demander des ours? Je m'y attendais pas parce qu'on dit souvent qu'en France, nous et le deuil, c'est des approches assez compliquées où on réagit pas pareil, comme par exemple par rapport à la Toussaint, quand on regarde des pays où ils font la fête, etc. et que nous, on est plus là à nettoyer les tombes et à dire que c'est une journée déprime. C'est vrai qu'on n'a pas du tout cette approche dans le deuil et c'est pour ça que je voulais pas non plus m'enfermer dedans parce que je voulais pas que ce soit quelque chose de triste et je voulais que voilà, ce soit un souvenir, mais qui donne un peu le sourire et pas l'inverse. Que j'ai pas envie de faire des choses qui font pleurer. Moi, je veux réchauffer le cœur, je veux que ça donne du sourire. Et voilà, c'est vrai que j'avais un peu peur, j'avais cette appréhension, et c'est pour ça que je m'étais mis dans tous les souvenirs en disant on verra bien ce qu'il prend ici en France, parce que c'est vrai que c'est quand même un marché inconnu. Je ne sais pas un petit peu le comportement des Français, comment ils vont réagir par rapport à ce que je vais proposer. Et au final, quand je me rends compte que le deuil a une grande place dans mes créations, je suis surprise, mais étonnamment surprise et bien contente parce que je me rends compte que
l'amour qu'on a envers nos proches décédés est encore là et on a besoin de conserver, de pouvoir se remémorer et qu'au final, on n'est pas obligé d'être seulement dans un cimetière et puis à pleurer sur une tombe et on peut avoir aussi un autre souvenir, un autre hommage et l'avoir plus près de soi. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est que ça, ça montre qu'il y a un besoin, en fait, qu'il y a un réel besoin, en tout cas dans notre pays, qui effectivement, comme tu le dis, a un rapport à la mort qui est très lourd, qui est très déprimant, qui est très morbide du coup. Mm. Alors que ça pourrait être autrement, qu'on pourrait choisir de vivre ça plus sereinement, plus simplement. Voilà, il y a plein d'aspects. Alors celui sur lequel on travaille toutes les deux, qui est vraiment ce côté deuil à long terme, sur la transformation du matériel et des souvenirs en fait concrets qu'on peut garder d'un défunt. Mais il y a aussi tous les aspects qu'on peut vivre, j'ai même envie de dire avant et après, parce qu'il y a parfois des moments où on doit se préparer au décès de quelqu'un, puisqu'on va le savoir, parce qu'il est malade, parce que ceci, parce que cela. Euh, ouais, on entretient une espèce de peur, d'appréhension, enfin d'appréhension, ce qui est normal, l'appréhension, mais une espèce de grande peur, et surtout plein de plein d'injonctions finalement, plein de il faut que, il faut pas que, etc., etc. Alors que dans le deuil, c'est précisément là où on a le droit de pleurer, on a le droit d'exprimer, on a le droit d'être créatif aussi et de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude ou plus l'habitude de faire, de dire, de proposer, etc., etc. Je donne souvent cet exemple-là quand on prépare des obsèques, on a le droit de tout faire. Et si vous avez envie de balancer des confettes dans dans la tombe, une fois que le cercueil est mis dans le caveau, ben balancez des confettes, quoi. C'est ce que nous on a fait pour notre maman. Et ben en fait, ça nous a fait du bien parce qu'on a mis à la fois de la couleur, bien entendu, mais aussi cette légèreté, cette beauté, en fait, il y a quelque chose qui s'en va, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui s'en va, comme c'était vraiment un peu l'image aussi des personnes qui font une cérémonie pour répandre les cendres de leurs défunts, où il y a vraiment cette visuellement et matériellement du coup cette sensation qu'il y a quelque chose qui s'en va et que du coup nous on laisse partir aussi, parce qu'il y a ce geste aussi du coup de verser quelque chose qui s'envole, qui s'en va et qui va faire partie un petit peu du paysage quelque part, même si ça se voit pas tout de suite. Et ouais, je trouve que c'est ça, pour moi, c'est vraiment ça, c'est le symptôme d'un besoin, en fait, qu'on a dans notre pays, en fait. Oui, c'est ça et c'est vrai que pour, enquiller un petit peu sur le fait qu'on a besoin de préparer la mort, j'ai aussi c'est assez rare, mais j'ai déjà eu 2 personnes comme ça, où, elles sont atteintes, d'une grave maladie, où elles savent qu'elles peuvent pas en guérir, que la mort est inévitable, qu'il leur reste, quelques mois, voire une grosse année grand maximum. Donc, c'est vrai que c'est aussi assez compliqué quand on entend tout ça, de se dire que, en fait, cette personne, pour préparer sa mort, pour, ses enfants, elle souhaite transformer des vêtements parce qu'elle veut que ce soit elle qui les choisisse, qu'elle fasse le tri parce qu'elle sait qu'il lui reste plus longtemps. Donc pour libérer aussi un peu l'esprit, que ce soit moins compliqué pour les enfants lors de son départ, elle préfère tout organiser avant, liquider le maximum de choses pour que ce soit plus simple et moins dur à vivre pour ses enfants. Et où du coup elle me dit, je vais choisir des vêtements, je vais revenir vers vous. Et en fait, les enfants le savent pas, mais le jour de ma mort, en fait, ils auront chacun un ours qui va les attendre avec des vêtements que j'ai choisis. Donc c'est vrai que c'est assez beau de voir ça, de se rendre compte qu'il y a des personnes qui, face à la mort, vont tout organiser, tout prévoir. Mais de l'autre côté, c'est vrai que quand on entend ça, c'est vrai que c'est difficile parce que du coup, nous, on peut rien, à part essayer d'apporter du réconfort et espérer que ces créations plaisent aux personnes, aux enfants qui vont être endeuillés, qui vont perdre leur maman qui va décéder d'une maladie et que c'est assez compliqué. Voilà, c'est la prévoir et d'un autre côté se dire on peut rien faire pour eux et malheureusement c'est la vie, le destin et on va tous passer par la mort. Mmh, complètement.
Complètement et ce que tu partages, c'est vraiment un sujet qui, moi, me tient à cœur, c'est cette préparation-là. Même si on le sait pas, enfin, même si on sait pas quand ça va arriver à peu près, parce qu'on est malade, parce que plein de choses, on peut prendre la décision de préparer malgré tout son décès. Et pour moi, tu vas me dire ce que t'en penses, mais pour moi, c'est un vrai cadeau. Alors à la fois parce que effectivement, on peut se dire, ben, je vais faire quelque chose de plus pour laisser quelque chose, un souvenir qui va aider mes proches à faire le deuil de moi, du coup. Mais c'est aussi un vrai cadeau globalement de ne serait-ce que préparer ses obsèques, de effectivement faire ce tri de la mort, que ça repose pas sur les épaules de nos enfants. Alors il y a plein de gens qui sont pas du tout prêts, pas du tout en capacité de le faire, et j'ai envie de dire bon ben ça leur appartient et c'est aussi ok. Mais vraiment moi je le vis comme ça, je le vois comme ça, de vraiment c'est un vrai cadeau que de préparer sa fin en fait et sa disparition. C'est ça, c'est vrai que quand les personnes peuvent, après il faut l'accepter en amont, quand ils peuvent le savoir et qu'ils peuvent tout organiser, c'est vrai que ça fait un soulagement et un point en moins, puisque j'ai des personnes qui disent, hein, ils n'ont pas encore vendu la maison parce que c'était une mort brutale, qu'il faut encore tout vider, c'est compliqué pour eux. Donc penser à ça et se dire non, j'ai pas envie qu'ils vivent ça, ou c'est compliqué de rentrer dans la maison, ou c'est une ambiance pesante, ou ça va être plus dur pour eux de rien que mettre la clé dans la serrure et déjà fondre en larmes et être compliqué. C'est vrai que mâcher en quelque sorte le boulot, je pense que oui, ça va faire du bien au niveau du deuil. Et après, voilà, c'est vrai que on essaye de dire, et de l'autre côté, tout le monde va réagir différemment. Et c'est compliqué. Tout ce qu'on peut faire, c'est espérer que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on donne, les aide et va permettre de guérir un petit peu leur cœur. C'est ça. C'est ça, il y a presque quelque chose de l'ordre de... Alors c'est peut-être très maladroit, je sais pas. Je vais m'exprimer en tout cas parce que j'ai vraiment cette image-là qui me vient en tête de... En fait, on se prépare au grand et à l'ultime voyage. Et ben, du coup, la plupart des gens, pas tout le monde, j'en ai conscience, mais la plupart des gens, quand ils partent en voyage, ben, toute la maison est rangée, elle est propre. Voilà, tous les volets sont fermés, tout est protégé, tout est nickel en fait, pour que justement quand ils reviendront, bah, il n'y aura rien à faire. Et j'ai un peu cette sensation là que se préparer et préparer ce grand départ pour nous, c'est à la fois un cadeau pour les autres, mais je pense que c'est un cadeau aussi qu'on peut s'offrir à soi-même, dans le sens où bah, en fait on règle nos affaires au sens propre et au sens figuré. On règle nos affaires, on met les choses en ordre et on peut partir peut-être plus sereinement et plus tranquillement, je pense, tu vois, quand tu arrives à faire cette démarche-là, de dire bon ben voilà, ok, même si je suis pas malade, ben il y a un moment donné où ça va arriver. Et bah, qu'est-ce que si ça m'arrive dans 1 an ou même dans 10 ans, ben qu'est-ce que je laisse derrière moi? Et est-ce que je partirai sereinement si je pars à ce moment-là, quoi? Et si c'est pas le cas, ben qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir régler ces choses-là? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. C'est vrai que je pense que c'est mieux que la personne le prépare. Après, quand elle peut le préparer, puisque même là, hein, c'est vrai que c'est compliqué de tout préparer, et on va pas non plus préparer tout ça 10 ans avant. Mais voilà, c'est vrai que quand on peut, je pense, je te rejoins en disant, je pense que c'est le mieux, c'est moins compliqué, et je le ressens par moments dans certains mots de mes clientes qui, eux, ont vraiment du mal à vider la maison, ou c'est très compliqué pour eux. Et je pense que si, après, voilà, c'est vrai que euh, tout, euh, tout le monde n'est pas pareil, et voilà, la mort n'est aussi pas pareille, donc on peut pas prévoir à chaque Voilà, fois. Et c'est vrai que si on peut prévoir pour des personnes qui ont du mal comme ça, où on connaît les enfants, on sait leur caractère, puisque tout le monde va réagir différemment, et nous, on ne peut que conseiller en quelque sorte.
Mais voilà, je pense que si on connaît les personnes qui vont devoir faire ça, ou qu'on connaît leur caractère, vaut mieux les aider à déjà penser à autre chose, penser à leur deuil et éviter qu'il y ait après plusieurs mois de travail, puisque il faut vider la maison, il faut la vendre, il faut trier toutes les affaires, tous les papiers, etc., tout retrouver. Et c'est compliqué. C'est ça, tout à fait. Et tu parlais tout à l'heure de la carapace que tu t'es construite pour justement arriver à gérer, entre guillemets, c'est pas vraiment gérer, mais tu t'es forcément touchée par les histoires qu'on te confie, par les vêtements, par tout ça. En vrai, j'ai deux questions. Est-ce que le fait de savoir et de comprendre l'histoire qu'il y a derrière le tissu t'aide à créer, ou est-ce que c'est quelque chose dont t'as pas du tout besoin? Et du coup, la deuxième question, c'est comment tu fais quand ça te touche énormément pour arriver en fait à, à, à mettre de la distance, si tu veux, et en te dire, ça m'appartient pas, c'est pas mon histoire, ça me touche, oui, mais voilà, faut... tu vois ce que je veux dire? Mm. Déjà, je ne vais pas coudre à chaud. C'est-à-dire que quand je reçois le vêtement, que je le découvre, je lis le mot et je le commence pas tout de suite dans la foulée. Je m'imbibe déjà de l'histoire. J'envoie aussi un message à mon ou ma cliente en disant voilà, j'ai bien reçu ton colis, il est bien arrivé, il n'y a aucun souci. Et du coup, ça fait aussi un soulagement pour la personne. Parce que comme tu en parlais un petit peu du stress, de dire oh, mon colis va peut-être être retourné ou être perdu, etc. Donc là, au moins, ça fait un soulagement pour la personne. Et moi, ça me laisse aussi le temps aussi de se dire, bon, voici comment est fait le vêtement, enfin, comment est le vêtement, qu'est-ce qu'elle me demande, voici l'histoire. Et ça me laisse du coup, la nuit porte conseil. Et ça me laisse du coup une nuit aussi pour me dire comment je vais le créer, comment je vais rendre ce vêtement je vais le remettre en lumière en quelque sorte, puisque par moments, c'est vrai, ils vont être simples, comme ils peuvent être personnalisés, où je peux rétrécir un col, rajouter des boutons, mettre une petite veste, ou après j'ai déjà eu à faire une mariée. Donc voilà, c'est vrai que c'est des choses qui sont toutes personnelles, ça dépend aussi des demandes de chacun. Donc j'essaye aussi de réfléchir à me dire au niveau de la technicité, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui est faisable pour moi, parce que je suis pas non plus de la haute couture et après le vêtement a aussi ses limites. Donc voilà, c'est vrai que je réfléchis à tout ça, ça me permet aussi de prendre du recul par rapport à l'histoire. Et après, je me dis le lendemain, allez, j'attaque et ça me permet d'être moins émotive et d'avoir un peu, enfin, pas avoir moins mal au cœur, mais voilà, de me dire j'ai compris l'histoire, je vais le faire. Et maintenant, mon but, c'est de faire plaisir et voilà, de rendre fière la personne en se disant j'ai fait confiance et ça valait le coup de faire confiance, ça valait le coup de pleurer, ça valait le coup d'envoyer, de me séparer du vêtement. Et grâce à ça, j'ai une superbe création, voire plusieurs créations. Et voilà, je me rebooste en disant, maintenant c'est vrai que c'est du passé en quelque sorte, malheureusement c'est ce qui s'est passé. On ne peut pas changer le passé, ça restera comme ça. Tout le monde le vit différemment. Par moments, égoïstement, j'ai envie de dire, j'espère que ça m'arrivera pas de voir quand je vois tous ces drames, je me dis oh, ils ont du courage. Et franchement, je le dis, si mes clientes m'écoutent, vous avez toutes du courage à avoir dû combattre tout ça, à avoir enduré tout ça, parce que c'est vrai que c'est par moments très très compliqué à vivre, à gérer. Et voilà, je me dis maintenant, il faut aller de l'avant, il faut réussir à continuer sa vie avec le moins de peine possible, puisque la vie reste belle malgré tout. Et voilà, il faut qu'elles en soient fières de mon travail. Quel incroyable et merveilleux mot de la fin. Vraiment, merci. Merci pour tout ce temps, merci pour ces partages et puis surtout de toutes ces explications parce que c'est vrai que j'étais très curieuse en fait. Je suis vraiment contente d'avoir pu te poser toutes ces questions-là parce que j'étais très curieuse et je suis contente de pouvoir partager aussi ça avec toi de ce côté on fait des choses difficiles mais on fait des choses pour les endeuiller et c'est ça qui nous illumine en fait et qui nous permet voilà, de faire ça avec le sourire et avec la joie finalement. Donc merci pour ça. Est-ce que tu as Merci à toi. envie de faire passer un petit message, voilà, un petit dernier mot
pour les auditeuristes qui nous écoutent? Le dernier mot, c'est de franchir le cap s'il y a des personnes qui sont intéressées. Ne pas se dire oh, c'est une peluche, je suis un enfant, enfin, je suis un adulte, je suis plus un enfant, donc ça sert à rien, c'est pas fait pour moi, etc. Faut passer le cap de ces préjugés, puisque ce que je fais, c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes, les grands-enfants, en quelque sorte. Et voilà, n'ayez pas peur si votre cœur, votre instinct vous dit bah, je suis tombée sur vous, c'est qu'il y avait peut-être une raison. Donc, suis disponible si vous avez envie d'échanger, de parler de votre histoire. Laissez parler votre cœur. Voilà. Trop bien, merci beaucoup Agathe, trop cool. Vraiment, je suis trop contente d'avoir fait cet épisode-là avec toi. Je suis vraiment très reconnaissante. J'espère que ça vous aura plu aussi à vous, auditeuristes. J'en profite pour vous rappeler, avant de vous donner l'Instagram d'Agathe, que c'est vraiment important pour la visibilité de ce podcast, donc à la fois du podcast, mais aussi de toutes les personnes qui sont passées dans ces épisodes, de liker l'épisode, de vous abonner au podcast, que ce soit sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Vous avez cette possibilité-là. Vous pouvez aussi commenter les épisodes. Et donc, vous pouvez retrouver Agathe sur les réseaux sociaux et tu as un site internet, je crois. Oui, sous l'aiguille d'agathe.fr. Voilà, je vous mettrai comme d'habitude tous les liens dans la description. Voilà, je te remercie encore une dernière fois, Agathe, parce que vraiment, je suis très contente de cet épisode-là. Comme d'habitude, on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours où je vous partage un moment assez extraordinaire, en tout cas que moi j'ai beaucoup aimé, un épisode en live, un des épisodes que j'ai réalisé pendant la première édition du Festival des Sensibles. Voilà, je suis vraiment ravie. Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver au Festival des Sensibles très bientôt, courant septembre. Voilà, je pense que au moment où l'épisode d'Agathe sera sorti, on sera déjà en train de vous inviter à venir, voilà, tout simplement. Donc on se retrouve dans 15 jours pour découvrir cet épisode avec Stevie de Big Benzen, où on parle de la culture de la mort et du deuil. Voilà. Et puis en attendant, évidemment, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.